Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. 1 heure ensemble pour résumer, comprendre et analyser l'actualité en direct depuis nos studios à Tel Aviv. Voici les titres. De nouvelles frappes israéliennes au sud Liban. Plusieurs infrastructures du Hezbollah ont été visées. Parmi elles, un camp militaire de l'organisation terroriste libanaise. Des frappes alors que le chef d'état-major libanais a rencontré son homologue français à Paris. Des envoyés américains, français et saoudiens étaient présents. Que veut l'Arabie saoudite? Peut-elle vraiment jouer un rôle au sud Liban? Élément de réponse à suivre. Si vous souhaitez collaborer avec l'Iran, contactez l'une des ambassades. C'est le message envoyé à des milliers d'Israéliens, message en anglais qui invite les Israéliens à collaborer avec les renseignements iraniens. Des renseignements iraniens qui ont réussi aussi à pirater le téléphone de Naftali Bennett. L'Iran et Israël semblent se livrer une véritable cyberguerre. Est-ce la première étape avant une véritable confrontation militaire entre Jérusalem et Téhéran? Nous poserons la question à notre expert. La justice française est-elle aveugle à l'antisémitisme? Une fois de plus, les autorités judiciaires françaises ne retiennent pas la circonstance aggravante d'antisémitisme dans une attaque contre des juifs. C'est dans l'affaire de cette nourrice qui avait empoisonné ses employeurs. Lors de son interpellation, elle avait déclaré, je cite, « Je n'aurais jamais dû travailler pour une juive ». Une déclaration antisémite qui n'a pas été retenue par le tribunal et ce n'est pas la première fois que l'antisémitisme n'est pas retenu dans une telle affaire. L'avocat de la famille, maître Patrick Klugman, réagira en direct. Voilà pour les titres. Bienvenue, premier chapitre de cette grande édition, le Front Nord, avec ses nouvelles frappes israéliennes contre des infrastructures du Hezbollah. Allons tout de suite rejoindre sur le Front Nord notre envoyé spécial Jonathan Serrero. Bonsoir Jonathan, plusieurs frappes ont donc de nouveau ces dernières heures visé les infrastructures du Hezbollah. Tsahal maintient sa pression sur le Hezbollah pour éviter de le voir se restructurer ou se renforcer. Et tôt ce matin, l'aviation israélienne, l'aviation de Tsahal a mené plusieurs frappes dans différentes zones du sud Liban contre des camps militaires du Hezbollah, contre des camps d'entraînement aussi de l'organisation terroriste chiite libanaise. Plusieurs terroristes ont été éliminés. Ils fomentaient des attaques, ils préparaient des attaques contre les soldats israéliens. Des rampes de lancement aussi étaient visées et détruites par l'aviation de Tsahal. Des entrepôts de stock d'armes ont aussi été visés. Des frappes en profondeur, selon les termes du communiqué de l'armée israélienne, ont été menées donc tôt ce matin. Et une activité intense a été observée par les habitants de Beyrouth. Une activité aérienne intense dans le ciel de la capitale libanaise, avec la présence de drones israéliens dans le ciel de la capitale du pays du Cèdre, Christopher. Un mot également, Jonathan, de cette réunion à Paris aujourd'hui entre les Français, les Américains, les Saoudiens et le chef d'état-major libanais. Oui, intense activité diplomatique en ce moment pour éviter de voir un nouveau conflit éclater entre Israël et le Hezbollah, et ce 2 semaines avant la fin de l'ultimatum posé par le président Trump pour adresser aux autorités libanaises pour éviter de voir le Hezbollah se réarmer et se restructurer. Donc intense activité diplomatique du côté de Paris en présence de responsables américains, de responsables français et de responsables aussi libanais. Cette rencontre entre le chef d'état-major français Fabien Mandon et le chef d'état-major du pays du Cèdre, en l'occurrence Rudolf Ekal, des diplomates français qui se satisfont en ce moment de voir les Américains se rapprocher de leur position et venir en aide aussi à l'armée libanaise. Les Américains qui seraient prêts à transférer plusieurs millions de dollars vers l'armée pour financer l'armée libanaise dans son combat contre le désarmement et pour le désarmement du Hezbollah. Et il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaite aussi organiser une conférence à Riyad concernant le désarmement du Hezbollah. Mais il y a un problème, c'est que Riyad refuse pour le moment, s'oppose à l'organisation de cette conférence. Riyad souhaite voir le gouvernement libanais faire beaucoup plus dans sa mission de désarmer le Hezbollah. Et c'est le sens aussi de la visite
aujourd'hui du Premier ministre égyptien du côté de Beyrouth pour rencontrer justement les autorités libanaises, les représentants libanais, pour adresser un message de fermeté contre l'organisation terroriste chiite libanaise. Christopher. Merci. Jonathan Serrero, donc en direct du nord d'Israël avec les images d'Amnon Babayev. Et Tsahal est-elle prête à une reprise plus importante des hostilités, voire de la guerre contre le Hezbollah? Act24 News a pu poser la question au commandant de la brigade chargée des coordinations des frappes israéliennes au Liban, des soldats également entraînés à toute tentative d'infiltration depuis le sud-Liban vers Israël pour éviter un nouveau 7 octobre sur le front nord. Un reportage réalisé par Auria Kéchet et adapté pour Act24 News en français par Eric Fendler. שלא מצליחים, אנחנו תוקפים כדי לגרוע את היכולות האלה ולעצור את המאמצים של השיקום, כי בסוף אנחנו סומכים על עצמנו שנשמור על הביטחון ואנחנו לא מחכים לאף אחד. Un an et demi plus tard, et à la frontière nord, la routine est différente. Patrouille quotidienne, collecte de renseignements étendus et tirs précis. אחד ההישגים שלנו, אחרי חצי צפון שהצלחנו לארגן פה את המרחב וליצור פה קווים מאוד מאוד ברורים, הצד השני יודע שהוא לא יכול לעבור אותם. אוכפים את זה על ידי הוראות פתיחה באש מאוד ברורות, שמי שעובר קו מסוים, הם מבצעים עליו איזשהו נוהל מעצר חשוד. הדברים האלה התמעטו, אם בשישי באוקטובר המרחב הגדר היה הסתובבות חופשית, היום זה לא המצב. Sur le terrain, les équipes de collecte sont longtemps sur les mêmes points. Ils apprennent la routine et identifient toute anomalie. בעצם הצוות פה יושב כאן תקופה ארוכה, הוא מחפש והוא מבין כבר מה שגרתי ומה לא שגרתי. הוא כמות הזמן שהוא פה, הוא מכיר את הגזרה, הוא יודע להגיד איפה כן אמורים להסתובב, איפה לא אמורים להסתובב. הם ממש כותבים הכל, הם לומדים ומאבדים את המידע שהם רואים. אם יש פה איזשהו איום על לקוחות או סכנה שיכולה להיות פוטנציאלית לקוחות, דבר ראשון מתרים לקוחות ומגבירים את המוכנות שלהם. בשלב השני אנחנו כבר ממליצים לרמות ממונות מעלינו על דרכי פעולה, אם זה הטלה של רימון, אם זה יכול להיות בכלל ירי הרחקה מהגבול לכיוון אותה נקודה, אם זה בכלל לעקוב אחרי אותו פעיל עד הבית שלו. Voici à quoi ressemble la routine de l'application presque chaque jour. Dans la salle de renseignement, la situation se clarifie et les objectifs de frappe sont gérés en temps réel. אני בסוף אחראי לנהל את התמונה של כלל היעדים שאנחנו מחזיקים ביד, מי זמין עכשיו ואפשר לסכן, בעיקר סביב אלה שעושים פעילות יותר משמעותית, ככלל ככל שהם יורדים יותר דרומה, ככה אנחנו יותר להוטים לתקוף אותם, כדי להרחיק אותם מקו המגע. כל סיכול כזה עובדים עליו ימים בודדים, ואפילו עד כדי שבועות או חודשים שאנחנו מחכים לרגע הנכון והמתאים לסכן אותם. Après la collecte et le renseignement, vient le temps d'ouvrir le feu. מרכז האש זה הקדמית שלי, כמח"ט אש, ובעצם על ידי תאי תקיפה, שזה צימוד של אש ומודיעין, אנשי אש ואנשי מודיעין שיושבים ביחד סביב שולחן אחד, בשיתוף רב זרועי, עם חיל הים ועם חיל האוויר, בעצם יוצרים את הדיוק הזה, גם בהפללת המטרות, וגם להביא את החימוש כמה שיותר מדויק בזמן ובעוצמה הנדרשת. עד היום 10 חודשים באכיפה, 73 סיכולים מוצלחים, עשרות תשתיות שהשמדנו גם בפעילויות קרקעיות של הגדודים שנמצאים פה בחזית, וגם על ידי תקיפות מנגד מהאוויר. Le Hezbollah tente de se reconstruire et de se renforcer, mais Tsahal ne le permet pas. צה"ל למד שאנחנו לא יכולים לתת למפלצות לקום מולנו. במרחב הקרוב לגדר, עד 7 קילומטרים, אין פעילות צבאית מתפקדת של חיזבאללה. Parallèlement, la zone continue d'être instable. Et sur le terrain, la préparation continue pour la possibilité de jours de combat. ירי תמ"ס לעולם יהווה איום. אני כן יכול להתחייב שכל ירי תמ"ס שיהיה, גם אם זה פריט אחד, קבל מהלומה קשה בצד השני. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. גם על ירי תגובה של חיזבאללה שהיה לפני כמעט 8 חודשים. אנחנו דואגים להגיב בצורה שמראה לארגון שלא משתלם לו להגיב באף ירי, גם לתרחישים של ירי, גם לתרחישי חדירה. מתרגלים את זה באופן שוטף. אין איום שאנחנו לא נוכל לו, וזו התחייבות שלנו כאוגדה 91, כפיקוד צפון, לתושבים פה.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Michel Fayad. Bonsoir, merci d'être avec nous, professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On va peut-être revenir d'abord sur ce chef d'état-major libanais qui a été reçu à Paris aujourd'hui avec les Américains, avec les Français évidemment et avec les Saoudiens. Est-ce que cette réunion peut vraiment changer ce qui se passe en ce moment dans la région et notamment au sud Liban ? Pas tout à fait, parce que vous savez, l'État libanais et l'armée libanaise ne sont pas en mesure et en capacité de désarmer le Hezbollah. Déjà, le Hezbollah, qui est membre du gouvernement libanais et membre du Parlement libanais, s'était engagé en théorie lors du cessez-le-feu à désarmer. Puisque je rappelle, dans l'accord de cessez-le-feu, il y avait l'application de la résolution 1701 des Nations Unies, dans laquelle il y a au point 8 l'application de la résolution 1559, c'est-à-dire le désarmement des milices libanaises et non libanaises sur le sol libanais. Le problème, c'est que la décision n'est ni entre les mains du président libanais, ni entre les mains du gouvernement libanais, ni aux mains du Parlement libanais, ni même entre les mains du Hezbollah. La décision, elle est entre les mains de Téhéran. Et à Téhéran, on ne veut pas désarmer le Hezbollah, bien au contraire, on veut le réarmer, on veut le renforcer, on veut pouvoir s'appuyer à nouveau dessus en cas de conflit comme proxy. J'aimerais aussi votre réaction sur ce post qu'on a vu. Il a été publié par Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Dans ce post, il affirme, je cite, « La France soutient le plan de désarmement des acteurs non étatiques ». Pourquoi la France ne mentionne tout simplement pas le Hezbollah, cet acteur non étatique majoritaire au sud Liban? Pourquoi cette frilosité? Vous savez, la position d'Emmanuel Macron et de M. Barrot a toujours été de maintenir le dialogue avec le Hezbollah et de considérer un peu le Hezbollah comme étant le représentant de la communauté chiite au Liban. Vous savez, la communauté chiite au Liban ne vote pas librement parce que les bureaux de vote sont sous le contrôle du Hezbollah qui est armé. Et donc, vous savez, quand il y a une milice armée, eh bien, vous avez peur de voter pour quelqu'un d'autre que cette milice. Donc, c'est dommage que la position française soit que le Hezbollah eh bien, représente les chiites parce que ce n'est pas le cas réellement au Liban, vous savez. Si vous vous souvenez, en 1982, ce sont les chiites qui ont accueilli Israël avec des fleurs et du riz. Ils étaient bien contents que Israël vienne les débarrasser des organisations palestiniennes qui, au Liban, ont tué plus de musulmans chiites que de chrétiens. Un mot peut-être sur l'Arabie saoudite présente à cette réunion. Pourquoi l'Arabie saoudite ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, au Liban, la communauté sunnite est un peu orpheline de leadership. Vous savez, Rafik Hariri, assassiné en 2005, il n'a eu comme successeur en réalité que son fils cadet Saad, mais ça n'a pas réellement fonctionné. Aujourd'hui, Saad Hariri vit aux Émirats arabes unis. Les autres leaders sunnites, comme Najib Mikati, l'ancien premier ministre, sont accusés de corruption. Et donc, il n'y a pas de vrai leadership sunnite. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous voyez les rues au Liban Nord notamment, vous voyez des portraits de Jolani, comme si Jolani essaye de remplir le vide dans la rue sunnite et pour pallier donc l'absence de leader sunnite capable de reprendre cette communauté en main. Et donc l'Arabie saoudite profite également de ce vide pour elle-même se dire représentante de la communauté sunnite libanaise. Et c'est bien malheureux parce que vous savez, le grand malheur du Liban, ça a toujours été ses ingérences étrangères, principalement saoudiennes, iraniennes et autres régionales. Et donc, il est temps que le Liban puisse se libérer de cette tutelle saoudienne, iranienne, qatari, jordanienne, égyptienne et autres, pour que enfin les Libanais puissent voter librement après tant d'années d'occupation et de répression, de tutelle de leur part. Merci beaucoup, Michel Fayad, pour votre analyse, professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On continue à parler du Liban avec l'édito de Christian Mallard tout de suite. Le Liban, on le voit, qui se trouve à la croisée des chemins. Beyrouth semble parfois prise en étau entre la Syrie, l'Iran, l'Irak et Israël. Christian Mallard nous rejoint depuis nos studios à Paris. Bonsoir Christian. Jérusalem, de son côté, joue sa partition contre le Hezbollah
et inquiète dans le même temps les chancelleries occidentales et celles du Moyen-Orient. Le Liban n'a pas de gouvernement depuis des lustres. Il n'est toujours pas sur la voie de la réhabilitation, vu que sa classe politique est pourrie et corrompue. Pour être crédible, il faudrait qu'il se dégage de la mainmise de l'Iran. Ce n'est pas le cas. À moins d'un accord miraculeux sur la sécurité au sud Liban, qui satisferait Israël et les États-Unis, la région risque de s'enliser dans la guerre, ce qui remettrait en cause la stabilité du régime libanais. Un tel développement inciterait sans doute les États-Unis à se retirer du Liban et restaurerait la position de l'Iran comme puissance dominante. Le démantèlement du Hezbollah ne pourrait s'effectuer que par des bombardements américains et israéliens. Les pressions diplomatiques exercées par les États-Unis, l'Arabie saoudite et la France ne donnent rien. Avec le retour de bâton de la dernière guerre entre l'Iran et Israël et la crise politique qui s'ensuit, le Liban est aujourd'hui au bord de l'abîme. La polarisation sectaire aujourd'hui est plus dure que celle qui a prévalu à la veille de la guerre civile de 1975. Les chiites, liés à l'Iran et au Hezbollah, veulent tout contrôler. Ils sont majoritaires au Parlement. De vieux dinosaures politiques comme le Druze Walid Jumblat et Nabi Berri, qui est le président de l'Assemblée nationale depuis 28 ans, continuent de dominer la scène politique. Depuis l'application du cessez-le-feu, le Hezbollah et l'Iran, eux, adoptent la position basée sur le principe de la taqiya, c'est-à-dire la politique de la dissimulation. Merci Christian Malard, éditorialiste diplomatique avec 24 News depuis Paris. Et si l'Iran tente de déstabiliser le Liban avec le Hezbollah, Téhéran tente d'en faire de même ici en Israël. Déborah Benayoun nous rejoint depuis la salle de rédaction. Bonsoir Déborah. On va évoquer avec vous le piratage du téléphone de Naftali Bennett. On en sait plus aujourd'hui et ce n'est pas très rassurant. Oui, c'est d'autant plus inquiétant compte tenu de la quantité de données qui a été diffusée ce soir. Le groupe de hackers iraniens dit que 200 000 messages supplémentaires de Naftali Bennett donc, ont été diffusés. Il y a de nombreuses correspondances personnelles, 1900 fichiers de correspondance, des photos, des documents, des informations de contact. On parle d'un répertoire téléphonique de 140 pages qui contient des noms, des descriptions et des numéros. Et bien tout cela s'est retrouvé entre des mains étrangères, iraniennes qui plus est. Selon les experts en cybertechnologie, il s'agirait d'un piratage massif beaucoup plus lourd que celui d'une simple application comme Telegram. C'est pourtant ce que disait au départ Naftali Bennett. Selon ses services de sécurité, il y aurait aussi des numéros de téléphone de hauts fonctionnaires qui auraient fuité compte tenu des fonctions précédentes de Naftali Bennett. On se souvient qu'il a été Premier ministre. Et ces fichiers, eh bien, ils pourraient même contenir des logiciels malveillants qui pourraient endommager les appareils sur lesquels ils ont été ouverts. Le scénario le plus probable à l'heure actuelle, a priori, il ne s'agirait pas d'un piratage direct de l'appareil de Naftali Bennett, mais plutôt d'une intrusion dans l'appareil ou dans l'ordinateur d'une personne de son entourage immédiat. Ça peut être un conseiller, un assistant ou toute autre personne qui serait liée à Naftali Bennett et qui avait accès à ces messages, aux sauvegardes du téléphone et qui aurait donc lui-même été victime de ce piratage. À partir de là, eh bien, le chemin pour accéder aux documents sensibles est assez court et finalement relativement simple. Les experts expliquent que Naftali Bennett d'ailleurs est loin d'être la seule cible, puisque toutes les personnalités publiques au profil sensible sont potentiellement concernées. Donc évidemment la protection désormais, elle doit aussi concerner l'entourage pour éviter les piratages. On rappelle donc que ce groupe de hackers, il est lié directement au régime iranien. Ce ne sont pas des amateurs, ils sont affiliés au service de renseignement et à l'appareil militaire de Téhéran. On sait que Téhéran dispose de moyens cybernétiques très importants et selon les experts, il est même possible que Téhéran n'ait pas utilisé toutes les ressources à sa disposition. C'est donc une réussite très importante et à moindre coût pour le régime des Mollahs, puisqu'il ne s'agit pas de mettre des agents sur place, mais tout peut se faire à distance. Et l'Iran, Déborah, qui continue aussi ses opérations visant le public israélien et qui semble recruter publiquement, ouvertement, des Israéliens.
Oui, c'est un message directement reçu sur les téléphones portables de milliers d'Israéliens. Ils ont donc reçu un SMS rédigé en anglais et qui provenait donc d'un numéro doté d'une ligne israélienne. Il se présente comme émanant des services de renseignement iraniens. Le message, le voici. Les agences de renseignement iraniennes sont prêtes à recevoir votre coopération en matière de renseignement. Pour collaborer, contactez l'une des ambassades iraniennes par Internet. Il invite donc les Israéliens tout simplement à collaborer avec les services iraniens, de quoi provoquer évidemment la panique et la peur d'avoir été piraté. Alors il y a eu une réaction très rapide du Centre national de cybersécurité israélien qui a confirmé qu'il s'agissait donc d'un message malveillant dans le cadre d'une guerre psychologique pour exploiter la peur et la méfiance dans un contexte que l'on sait déjà très tendu. Et donc il donne également des conseils. Si vous avez reçu ce message, il est très important de l'ignorer tout simplement, de bloquer les numéros concernés et surtout de ne pas relayer les contenus. En tout cas, on voit bien à quel point la cybersécurité est devenue un front à part entière face aux tentatives d'ingérence étrangère et en particulier celle de l'Iran. Merci Déborah Benayoun depuis la salle de rédaction avec 24 News. Pour aller plus loin sur cette cyberguerre entre Jérusalem et Téhéran, nous sommes en ligne avec Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir, merci d'être avec nous. Analyse des questions de cyberconflit et enseignant à l'école de guerre économique. Alors on le voit, les attaques cybernétiques de l'Iran visent et touchent tout le monde ici en Israël, les hommes politiques, le public, les citoyens lambda, entre guillemets. Est-ce que nous sommes tous exposés à cela et tous vulnérables? Oui, absolument. Et il faut bien voir aujourd'hui que ce front cyber, qui avait été évoqué par votre collègue journaliste, est le front qui reste très actif dans le conflit, qui n'est probablement pas terminé, entre Israël et l'Iran. C'est un conflit, ce théâtre cyber est un conflit qui dure depuis très longtemps. Et effectivement, on voit bien le mode d'action des hackers iraniens liés, comme ça a été rappelé, au régime lui-même, qui n'est pas capable, et je veux vraiment souligner ce point-là, d'être au même niveau que les capacités offensives que l'on voit du côté d'Israël. Je reprends juste l'exemple de ce qui a été cité sur le hack d'éléments autour du téléphone mobile de Naftali Bennett. Ce n'est pas le téléphone lui-même, comme ça a été rappelé, qui a été hacké, intercepté, ce qui est très différent d'opérations que l'on voit de grands États ou même de certains opérateurs privés de cybersécurité offensive en Israël. Donc on voit bien qu'on n'est pas au même niveau de registre. Et la manière, le mode d'action de ces groupes iraniens, c'est effectivement l'action psychologique. Donc c'est cibler des personnalités VIP, l'ancien premier ministre Naftali Bennett, qui est en plus un de nos rares anciens chefs d'État qui connaît très bien la cyber, mais également des membres du personnel de l'équivalent israélien de la base industrielle de technologie de défense, et puis également des membres de personnes qui ont travaillé pour Iron Dome. Ça, c'est vraiment l'aspect psychologique. On va aussi essayer d'attaquer, entre guillemets, des cibles pas assez durcies, à savoir, par exemple, des hôpitaux ou même des maisons de retraite, ce qui a été le cas au cours des derniers mois. Tout ça parce que, en réalité, donc, on fait une action psychologique. On fait une action psychologique où on essaye de s'attaquer, entre guillemets, aux éléments faciles, parce qu'on n'est pas capable de faire ce que Israël, par exemple, a été capable de démontrer lors de la guerre entre Israël et l'Iran à partir du 12 juin, à savoir taper dans le dur, tel que Israël l'a fait face à la banque SEPA en Iran, qui est une des très grandes banques du régime, face au système de crypto-échange Nobitex, etc., voire même être capable de faire des actions conjointes cyber et avec des opérations militaires de bombardement, enfin, des choses extrêmement sophistiquées que seul Israël arrive à faire. Mais l'Iran, évidemment, essaye de montrer qu'il est plus ou moins au même niveau, et donc essaye de faire ce type d'opération-là. Encore une fois, dans le paraître, donc l'Iran. Quel serait, selon vous, le scénario le plus inquiétant de ces affrontements sur le cyber? En quelques mots. Le point qui a été souligné ici, donc c'est pas au même niveau technique, il n'y a pas de banque israélienne qui risque d'être attaquée a priori, et même les hôpitaux, on l'a vu avec le centre médical Shamir, ça a été contrôlé à temps, mais en fait c'est de jouer sur une vulnérabilité de la société israélienne, qui sont ces éléments de désunion, de polarisation politique très forte. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas surprenant qu'on s'en prenne à Naftali Bennett qui essaye de mettre en avant cette question de l'unité nationale et d'essayer donc, par des actions psychologiques,
essayer de monter un groupe contre un autre. Et on a vu d'autres opérations iraniennes au cours des dernières années où on crée des faux sites d'actualité de Tel Aviv ou des faux sites sur Facebook qui auraient été de l'actualité pour les Haredim, mais tout ça à chaque fois pour essayer de monter un groupe contre un autre et puis donc créer autour de ça une atmosphère de peur, une atmosphère de pression, de façon en fait à essayer de chercher la désunion, la démoralisation de la société israélienne. Merci. Voilà. Mais après, bonne chance, parce que la société israélienne, évidemment, elle en a connu d'autres. Et pour l'instant, ça reste au niveau très psychologique. Merci beaucoup, Guy-Philippe Goldstein, d'avoir été avec nous. Analyse des questions de cyberconflit, donc enseignant à l'école de guerre économique. On en vient à présent à cette affaire qui suscite des interrogations aux États-Unis. Un scientifique nucléaire juif du MIT a été abattu à son domicile près de Boston. L'homme a été touché par plusieurs balles, selon les autorités locales. Alors, retrouvé à Washington, notre correspondant Antoine Hollard. Bonsoir Antoine. Les circonstances de ce meurtre font l'objet d'une enquête en ce moment même. Oui, Nuno Loureiro a été abattu à l'entrée de son immeuble. Il a reçu plusieurs balles et il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital où il avait été transporté dans un état critique. Les secours n'ont pas réussi à le sauver. Alors ce meurtre provoque une vive émotion au sein de la communauté scientifique. Loureiro était un professeur mondialement renommé. Il dirigeait des recherches au sein du prestigieux MIT à côté de Boston. C'était un spécialiste de la fusion nucléaire. Ces derniers jours, plusieurs étudiants et des collègues se sont regroupés avec des bougies devant son domicile pour lui rendre hommage. Et tout le monde s'interroge, qui pouvait bien lui en vouloir? Pour le moment, il n'y a aucune réponse. Une enquête, bien sûr, a été ouverte, mais le ou les tireurs n'ont pas encore été identifiés. Le mobile, quant à lui, reste très flou. À ce stade, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Mais selon certains médias israéliens, Israël, en parallèle, aurait lancé sa propre enquête. Il y a un soupçon d'une possible implication de l'Iran qui aurait pu commanditer cet assassinat alors que ce professeur travaillait sur le nucléaire, un sujet extrêmement sensible. Nuno Loureiro avait également par le passé pris des positions en faveur d'Israël. Alors attention, les autorités américaines, elles, sont très prudentes. Elles disent que pour l'instant, aucun élément ne permet de confirmer cette thèse. Ce meurtre, en tout cas, intervient quelques jours après une fusillade mortelle à une centaine de kilomètres de là, à l'université de Brown. Mais pour le coup, les enquêteurs excluent tout lien entre les deux affaires. Merci Antoine Hollard, correspondant i24 News à Washington. On ouvre maintenant notre page antisémitisme. Et vous vous souvenez forcément de cette nourrice sous OQTF qui avait empoisonné ses employeurs juifs. Eh bien, elle a été condamnée à 2 ans et demi de prison ferme aujourd'hui. En revanche, la circonstance aggravante d'antisémitisme n'a pas été retenue par les juges. Anna Papiachvili nous rejoint depuis nos studios parisiens. Bonsoir Anna. Vous avez évidemment suivi pour nous ce procès avec attention. Oui, reconnu coupable d'empoisonnement, mais pas d'antisémitisme. Et pourtant, en garde à vue, cette nourrice algérienne, Christopher, avait admis avoir versé des produits de nettoyage dans des bouteilles d'alcool et de jus de raisin. C'était en janvier 2024, affirmant avoir agi en raison d'un conflit sur sa rémunération pour la garde des enfants de 2, 5 et 7 ans de cette famille juive de Levallois-Perret. Mais lors du procès, mardi dernier, cette femme de 42 ans est revenue sur ses aveux. Elle a affirmé avoir inventé une histoire sous la pression des policiers. Alors cela n'a pas convaincu le président du tribunal puisque ce dernier a relevé la gravité des faits, non pas dans leurs conséquences, mais dans les modalités de leur réalisation, puisque la famille n'avait pas été blessée, mais profondément choquée. Le président du tribunal correctionnel de Nanterre, vous l'avez dit, n'a pas retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme pour des phrases prononcées lors d'une perquisition au domicile de cette nourrice qui avait alors évoqué l'argent et le pouvoir de ses employeurs et dit regretter avoir travaillé pour une juive. Le tribunal a jugé que les propos incriminés véhiculaient bien des clichés antisémites, mais ayant été tenus plusieurs semaines après la commission des faits, ayant été retranscrits
retranscrit par un officier de police judiciaire sans la présence d'un avocat, eh bien, il était impossible de condamner la prévenue pour ce motif. Réaction immédiate de Maître Sacha Gozlan, qui est l'avocat de la famille. Nous attendons du parquet qu'il interjette appel de ce jugement. En plus de ces 2 ans de prison ferme, il y a aussi condamnation pour usage de faux administratif et interdiction du territoire français pendant 5 ans. Interdiction du territoire français alors qu'elle était déjà sous OQTF. Merci beaucoup, Anna Papiagévili, correspondante i24 News à Paris. Nous sommes maintenant en ligne avec Maître Patrick Klugman. Vous êtes aussi l'avocat de la famille. Merci d'être avec nous ce soir. Comment avez-vous réagi quand les juges ont rejeté cette circonstance aggravante d'antisémitisme ? Écoutez, d'abord la stupeur et ensuite le chagrin, parce qu'un jugement a été rendu, un jugement de condamnation, mais la justice n'a pas été rendue, en tout cas certainement pas au nom de la famille que nous représentons avec Sacha Gozlan. La justice n'a pas été rendue parce qu'au terme du jugement, on a d'un côté une intoxication qui est parfaitement établie, parfaitement retenue, en dépit des dénégations constantes et embrouillées de la mise en cause. En revanche, l'antisémitisme, lui, n'est pas retenu, alors que c'est la seule chose sur laquelle elle n'est pas revenue. Sa fameuse déclaration devant des fonctionnaires de police en perquisition lors de son interpellation, elle a été réitérée en garde à vue, en présence d'un avocat. Elle a été réitérée, avec des excuses d'ailleurs, à l'audience. C'est le seul élément sur lequel elle n'est jamais revenue. Donc vous avez quelqu'un qui intoxique une famille. Vous avez quelqu'un qui dit les Juifs ont tout l'argent, tout le pouvoir, et donc je ne devrais pas travailler pour eux. Et qui réitère cette phrase, qui par ailleurs correspond à ce qu'elle dit devant le gardien de l'école des enfants, qui associe l'argent aux Juifs. Et on dit, oui, il y a bien une intoxication, mais elle n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Comment on peut aboutir à ce désastre-là ? Comment on peut l'admettre ? Comment on peut l'admettre dans une société qui dit que l'antisémitisme doit être combattu, alors qu'il y a des circulaires ministérielles pour cela, alors que la loi a été aggravée pour cela, alors que l'article 132-76 du code pénal nous dit précisément, lorsque les faits d'intoxication est suivi ou précédé d'actes de nature à faire comprendre qu'ils ont été commis pour cela, avec un préjugé antisémite, alors vous retiendrez la circonstance aggravante. On est dans l'épure du texte. Mais pour des raisons qui sont évidemment, à mon avis, culturelles, les juges préfèrent écarter cette circonstance aggravante que la retenir. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais on arrive à des choses qui relèvent de l'aberration. Dans un communiqué, vous avez rappelé que ce n'est pas la première fois que des actes antisémites sont condamnés sans cette circonstance aggravante. Vous avez rappelé l'affaire Ilan Halimi, il y avait aussi l'affaire de cette mamie juive à Paris, défenestrée par son voisin, tuée par son voisin. Au cri de cette juive, là encore, l'accusation d'antisémitisme n'avait pas été retenue. Sur le meurtre de Sarah Halimi, l'antisémitisme avait été retenu. Autant pour moi. Mais l'auteur avait été finalement jugé irresponsable. Oui, il avait fumé trop de mais dans l'affaire de l'arbre Ilan Halimi, on est exactement dans la même chose. L'auteur est renvoyé avec les auteurs, ils sont deux, avec la circonstance aggravante, et on nous dit non, en fait, c'était pas clair, leur motivation n'était pas claire. Donc ils sont allés dans une forêt, ils ont trouvé un arbre. C'est pas un arbre au hasard, c'est pas l'arbre d'à côté, c'est pas l'arbre vraiment, voilà, c'est le seul arbre mémoriel, c'est l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi. On les a équipés d'une tronçonneuse thermique, ils sont SDF, pour découper cet arbre-là. Mais effectivement, la motivation de l'acte n'a pas été retenue. C'est donc ce qu'avait tweeté quelqu'un avec un peu d'esprit, un arbricide. En fait, ils ont été condamnés pour avoir abattu un arbre. C'est du braconnage. Mais de qui se moque-t-on quand on vient abattre un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi qui a été assassiné et torturé parce qu'il était juif et parce que justement il avait été choisi alors qu'il était un vendeur de téléphone, parce que ces assassins pensaient que les juifs avaient de l'argent, y compris un vendeur de téléphone du 12e arrondissement. Donc je crois vraiment qu'il faut tout reprendre à zéro. Il faut, parce que là c'est pas un problème de droit, c'est pas un problème de loi.
C'est un problème d'appréciation. C'est un problème de compréhension. Et je vais vous dire ce qui me chagrine le plus dans cette affaire. La famille, elle est venue à l'audience et elle a déposé. Et je leur ai demandé très librement où est-ce que vous allez vivre, comment vous vivez avec ce qui vous est arrivé. Ils nous ont dit, écoutez, on ne sait plus si on peut avoir confiance. Et jusqu'à ces deux affaires qu'on vient de citer, moi j'ai toujours dit que la situation en France était très grave, mais on pouvait compter sur une mobilisation des pouvoirs publics et sur la justice. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire. Merci. Merci Patrick Glugman. Vous apporterez évidemment notre soutien à cette famille. Je rappelle que vous êtes l'avocat donc, de cette famille juive empoisonnée par leur nourrice. On reste en France. C'est l'heure des 3 questions A. Et vous avez peut-être suivi ces audiences à Paris de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur de possibles liens entre la France insoumise et l'islamisme. Ça n'a pas surpris grand monde, mais des liens avérés ont été révélés entre AFI et plusieurs individus, des individus qui partagent des idéologies islamistes. Selon ce rapport, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon emploierait une stratégie, je cite, clientéliste passant par l'instrumentalisation de la cause palestinienne. 3 questions à ce sujet ce soir à Céline Pina. Bonsoir, merci d'être avec nous, chroniqueuse, auteure et journaliste. Première question, ce rapport confirme-t-il selon vous une stratégie claire d'entrisme islamiste dans une partie de la classe politique, disons de gauche et d'extrême gauche ? Oui et non. En fait, il renseigne un certain nombre de faits, mais qui portent quasiment exclusivement sur LFI, et notamment parce que ce rapport s'appuie sur le travail de 3 journalistes, Nora Bussini, Omar Souleyman et Emmanuel Razavi. Force est de constater néanmoins que la partie purement parlementaire a été bâclée, que l'audition de Jean-Luc Mélenchon était catastrophique, et qu'heureusement que les journalistes ont travaillé et ont amené un certain nombre de preuves et d'éléments. Sinon, la commission d'enquête était tellement malmenée qu'elle pouvait innocenter LFI, alors que on a des renseignements très très précis. Je vais vous en donner quelques-uns, vous les connaissez tous. Par exemple, la participation d'un certain nombre de personnes, dont la députée Rima Hassan, mais d'autres proches de LFI, à la flottille qui a été financée par le Hamas. Ça, c'est un lien qui est très clair. Thomas Porte qui rencontre Salah Hamouri du FPLP juste avant le 7 octobre. Toutes les campagnes menées en faveur de Georges Ibrahim Abdallah. Mais pour aller plus loin, c'est aussi le soutien aux appels à l'intifada, le fait de défiler aux côtés d'Ilyas Hamzalen quand il appelle de façon très explicite à aller massacrer non seulement des juifs, mais peut-être de façon beaucoup plus large. Qualifié de résistants aussi des groupes terroristes. Voilà, tous ces éléments ont été mis sur la table et ça montre à tout le moins de grandes proximités, des connivences et, j'ai adoré le terme, on est quand même entre gens de bonne compagnie, on va dire des convergences discursives entre LFI et certains organismes terroristes. Sincèrement, ça veut dire qu'ils parlent le même langage et qu'ils diffusent les mêmes opinions. Et parmi une opinion la plus atroce que l'on puisse connaître, ce sont des fervents défenseurs de la haine des Juifs. Et cette haine des Juifs tue, a tué et vient de tuer d'ailleurs il y a peu de temps sur une plage en Australie. Et on y revient dans quelques secondes. Faut-il nommer, selon vous, et sanctionner les responsables politiques pointés soit par ce rapport, soit par ces révélations de journalistes ? Oui. De façon très claire, oui. D'ailleurs, il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place, des articles 40 faits par des députés, mais aussi des attaques en apologie du terrorisme, notamment contre Rima Hassan, contre Thomas Porte, contre d'autres élus de la France insoumise. Et sincèrement, on peut remarquer à quel point la justice se saisit vite de certaines affaires et à quel point, quand cela concerne la France insoumise et la gauche en général, elle refuse d'aller enquêter, de faire son travail. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France insoumise participe à la diffusion de l'antisémitisme et à la mise en danger de nos compatriotes juifs. Je pense que ça n'est pas acceptable, quel que soit le parti. Et c'est pas parce qu'on se colle l'étiquette de gauche que quand on est dans une dérive de soutien à l'antisémitisme et d'apologie du terrorisme qu'on ne doit pas rendre des comptes. Au contraire, quand on est élu, on est 2 fois plus responsable et on doit donc rendre encore plus de comptes et être encore plus
irréprochable que le moindre citoyen. Alors rapidement, troisième et dernière question en quelques mots. L'État a-t-il aujourd'hui les moyens et la capacité de rompre ces liens entre l'entrisme islamiste et la politique ? Oui, déjà en assumant son rôle, en informant mieux les élus, en donnant à l'État local, les préfets, beaucoup plus de prérogatives, en coupant les recettes de certains partis, en veillant aussi à ce que les maires n'utilisent pas le logement social et un certain nombre de politiques pour clientélistes pour mettre en avant ces logiques-là, ces gens-là, sans jamais les combattre. Donc oui, il y a moyen de couper ces liens, ça demande juste du courage politique, exactement ce dont nous sommes dépourvus. Merci Céline Pina, chroniqueuse, auteure et journaliste. Merci d'avoir répondu à nos 3 questions ce soir dans la grande édition. L'Australie va-t-elle réagir à l'attentat antisémite de Sydney ? Beaucoup ont pointé du doigt la responsabilité du gouvernement australien, voire sa passivité face à la hausse de l'antisémitisme. Canberra tente de prendre ses responsabilités en changeant ses lois. Et en parallèle, les funérailles des victimes se poursuivent avec notamment celle de la plus jeune des victimes, Mathilda, âgée d'à peine 10 ans. Mathieu Vendy. La famille de Mathilda, la plus jeune des victimes de l'attentat de Bondi Beach, a fait ses adieux à la fillette ce matin au Revra Kadisha Memorial Hall dans la banlieue est de Sydney. Sur ces images, le père de Mathilda remercie les personnes venues rendre un dernier hommage à la jeune fille. La famille n'a pas souhaité rendre public le nom de famille. La famille n'a pas souhaité rendre public le nom de famille de la jeune fille de 10 ans. Arsène Ostrovsky a survécu à l'attentat. Les images de son visage ensanglanté ont choqué en Australie et dans le monde entier. Aujourd'hui, il demande des comptes au gouvernement. Je m'appelle Arsène Ostrovsky et je suis un survivant. Je n'aurais jamais pensé prononcer ces mots un jour, pas en Australie, jamais de la vie. Je pense qu'il ne manque pas de mesures qui pourraient être mises en place. Je sais que le Premier ministre dispose depuis plusieurs mois d'un rapport rédigé par l'envoyé spécial chargé de lutter contre l'antisémitisme, Gillian Segal. Ce rapport se trouve sur le bureau du Premier ministre depuis des mois et des mois. Je pense qu'il faut se demander pourquoi ces propositions n'ont pas été mises en œuvre. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures. Les lois contre les discours haineux vont être renforcées. Tout d'abord, le ministre de la Justice élaborera un ensemble de réformes législatives visant à sévir contre ceux qui propagent la haine, la division et la radicalisation. Les mesures proposées prévoient des sanctions plus sévères pour l'incitation à la violence, une nouvelle infraction pour discours haineux visant les prédicateurs religieux le pouvoir d'annuler ou de refuser les visas des personnes qui propagent la haine et la division. Le ministre de l'Intérieur disposera également de nouveaux pouvoirs, lui permettant d'annuler ou de refuser les visas des personnes qui propagent la division dans ce pays ou qui le feraient si elles étaient autorisées à venir ici. Les services de santé de Nouvelle-Galles du Sud ont confirmé que 17 personnes étaient toujours suivies à l'hôpital à la suite de l'attentat perpétré jeudi matin. 2 personnes sont toujours dans un état critique, tandis que 3 autres sont considérées dans un état critique, mais stable. La terreur antisémite va-t-elle encore sévir en Australie? 4 jours après cet attentat, une nouvelle attaque semble avoir été déjouée à la dernière minute. On va en parler avec vous, Chani Guidalia, depuis la salle de rédaction avec 24 News. Bonsoir, Chani. 7 personnes ont été interpellées. Elles prévoyaient, a priori, de commettre un acte violent près de cette plage de Bondi Beach. Oui, Christopher, ça s'est passé aujourd'hui dans le quartier de Liverpool, pas la ville en Angleterre. Liverpool, c'est aussi un quartier de la banlieue sud de Sydney. La police a reçu des renseignements selon lesquels 7 individus avaient voyagé depuis Melbourne et comptaient se rendre à Bondi Beach pour préparer, semble-t-il, un acte violent. Selon les médias locaux, les hommes se rendaient depuis Melbourne, dans l'état de Victoria, jusqu'à Bondi, dans 2 véhicules distincts, et la police a même dû utiliser des balles en caoutchouc pour pouvoir les stopper et les immobiliser. Et d'ailleurs, sur les vidéos des arrestations, on voit des policiers lourdement armés qui arrêtent les hommes. Les hommes sont menottés et alignés contre une clôture. Les autorités soulignent qu'aucun lien formel n'a été établi pour l'instant avec l'enquête sur l'attaque terroriste qui a frappé Bondi Beach il y a quelques jours. Et selon la police, les 7 hommes coopèrent avec les enquêteurs dans le cadre de l'enquête en cours pour savoir ce qu'ils avaient planifié ou alors ce qu'ils auraient voulu faire. Merci Chani Guidalia. Retour en Israël avec cette annonce de Benjamin Netanyahou hier. Jérusalem et le Caire ont signé le plus gros accord financier de l'histoire d'Israël, un accord sur le gaz naturel d'une valeur de 112 milliards de shekels, soit près de 30 milliards d'euros. Retour sur ce que l'on sait ce soir de cet accord avec Mathieu Vendy.
Israël grandit en tant que puissance régionale dans le secteur énergétique. Il fournit désormais du gaz à l'Égypte et à la Jordanie. L'accord se fait au détriment d'un concurrent pour le moins gênant, le Qatar. L'Émirat était en pourparlers avec le Caire, mais les coûts, les temps de construction et le soutien aux frères musulmans ont eu raison de ce projet. L'Égypte, au bord de la crise énergétique, s'est donc tournée vers Israël. Cet accord renforce considérablement la position d'Israël en tant que puissance énergétique régionale et contribue à la stabilité dans notre région. Il encourage d'autres entreprises à investir dans l'exploration gazière dans les eaux économiques israéliennes, ce qui permettra de découvrir davantage de gaz. Mais surtout, cet accord oblige les entreprises à vendre le gaz à un prix avantageux à vous, citoyens israéliens. Cette dernière clause était non négociable pour le ministère de l'Énergie qui, avant de favoriser les exportations, voulait assurer la sécurité énergétique d'Israël. L'approbation de l'accord gazier est un moment historique pour l'État d'Israël, tant sur le plan sécuritaire et diplomatique que sur le plan économique. Il s'agit du plus important contrat d'exportation de l'histoire de l'État. C'est un retournement historique car il fut un temps où c'était l'Égypte qui exportait du gaz à Israël. Sur le plan énergétique, cet accord ouvre la voie à d'autres projets énergétiques avec les États du Golfe. L'accord de vente de gaz conclu, qui se monte à 37 milliards de dollars, s'étend jusqu'en 2040. Il permettra à Israël d'exporter 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l'Égypte à partir de 2026, depuis les champs gaziers israéliens, comme celui de Léviathan. En vertu de cet accord, Israël construira un gazoduc supplémentaire dans le sud du pays. Objectif, augmenter encore les exportations vers l'Égypte. L'accord pourrait relancer les appels d'offres pour l'exploitation de nouveaux gisements de gaz en Méditerranée orientale. Et alors qu'Israël signe, on le voit, des accords avec ses voisins, les polémiques internes ne faiblissent pas. Tout de suite, c'est le parti pris de la grande édition. C'est Maurice Ifergan qui nous rejoint pour ce parti pris. Bonsoir Maurice. Ce soir, vous avez décidé de réagir à ces images que l'on va voir, celles de juifs israéliens radicaux militant pour le retour d'Israël à Gaza. Ils sont entrés sans permission pour y planter, on le voit donc, des drapeaux d'Israël. Maurice, quel est votre parti pris ce soir ? Mon parti pris, c'est tout simplement de dire que des civils israéliens qui pénètrent dans la bande de Gaza, et même si ce sont des groupes minoritaires, quelques dizaines de jeunes, c'est totalement inadmissible. Et c'est inadmissible pour deux raisons. La première raison, je crois qu'il ne faut pas oublier, et n'oublions jamais, que la bande de Gaza aujourd'hui est une zone militaire, une zone de combat. Pénétrer sans autorisation dans la bande de Gaza aujourd'hui, c'est mettre en danger nos soldats qui sont sur la ligne jaune et qui font face vers l'ouest au Hamas et qui, pour le moindre incident, risquent leur vie pour protéger la frontière israélienne. Les obliger à tourner le regard vers l'est pour vérifier qu'il n'y ait pas des hurluberlus ou des fous qui décident de pénétrer dans la bande de Gaza, c'est les mettre en danger. Mettre en danger aujourd'hui des soldats israéliens dans la bande de Gaza, c'est totalement inadmissible. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est le but de ces groupes minoritaires qui appartiennent à une organisation qui s'appelle Nachala, dont l'objectif, c'est de coloniser le Grand Israël et recréer des colonies israéliennes dans la bande de Gaza. C'est aussi inadmissible parce que, d'abord, pour le moment, c'est encore une zone de combat. Il y a des négociations sur l'avenir de la bande de Gaza avec la communauté internationale et surtout avec nos partenaires américains. C'est pas le moment de provoquer un débat politique autour de l'avenir de la bande de Gaza, en tout cas des colonies de la bande de Gaza. Je vous rappelle que ce groupe Nachala a été créé en 2005 après l'évacuation de la bande des implantations israéliennes dans la bande de Gaza. Le résultat, c'est que cette décision de créer des implantations dans la bande de Gaza doit être une décision politique, une décision du gouvernement, et pas celle de petits groupes minoritaires qui mettent en danger nos soldats dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Maurice Ifergan. Et puisque l'actualité ne s'arrête jamais, voici l'info chrono. Bientôt une ambassade israélienne au Fidji. L'annonce a été faite aujourd'hui par Jérusalem. Selon le communiqué de la diplomatie israélienne, cette décision renforcera les relations entre les deux pays. Jérusalem salue également le soutien de Suva, c'est le nom de la capitale fidjienne, à Israël lors des votes à l'ONU. Et les Fidji, eux, ont déjà ouvert une ambassade dans la capitale israélienne.
Washington hausse le ton contre la Cour pénale internationale. Marco Rubio a annoncé de nouvelles sanctions contre 2 juges de la CPI. Il s'agit de ressortissants géorgiens et mongols. Ils sont accusés par Washington de cibler illégalement Israël. Pour la diplomatie américaine, ces 2 juges auraient été directement impliqués dans les démarches de la CPI cherchant à détenir ou poursuivre les ressortissants israéliens sans le consentement de Jérusalem. Sommet à haut risque enfin à Bruxelles aujourd'hui. L'Union européenne débat sur le financement de l'effort de guerre en Ukraine. Kiev pourrait être à court d'argent d'ici le premier trimestre 2026. Les 27 doivent se mettre d'accord sur le déblocage d'une nouvelle enveloppe financière. Parmi les possibilités, l'utilisation des avoirs russes bloqués par l'Europe. Dernier jour de la semaine et donc dernier épisode de notre dossier de cette semaine consacré à la Chine et à ses influences au Moyen-Orient. Et 2 questions ce soir. La Chine veut-elle vraiment devenir une puissance du Moyen-Orient et en a-t-elle les moyens? Avant d'en parler avec notre expert, regardez ce sujet réalisé par Mathieu Winding. La Chine est partout au Moyen-Orient, dans les ports, les sommets diplomatiques et les signatures de contrats. Mais quand la région s'embrase, la Chine disparaît. Alors Pékin est-elle en train de devenir une vraie puissance du Moyen-Orient ou simplement un acteur opportuniste? La Chine a réussi là où l'Occident s'épuise, elle parle à tous. Israël, Arabie Saoudite, Iran, Émirats, Palestiniens, sans conditions politiques, sans leçon de morale. Résultat, elle a une image de puissance neutre, elle est perçue comme stable et prévisible. Sur le plan économique, Pékin s'impose, énergie, infrastructure, ports, télécom, nouvelles routes de la soie. La Chine devient indispensable sans être écrasante. Pékin privilégie le temps long, médiation saoudo-iranienne, dialogue discret, symbole fort, mais cette diplomatie est une règle absolue, ne jamais assumer le coût d'une crise. Quand il faut trancher, Pékin se retire, pas d'alliance militaire, pas de forces déployées, pas de gestion des crises chaudes, ni Gaza, ni le Yémen. Pékin refuse le coût politique, sécuritaire et humain de la puissance. Là où les États-Unis sont critiqués mais présents, la Chine est respectée mais absente. La Chine a gagné de l'influence, de l'image, du commerce, mais une question demeure. Peut-on être une puissance régionale sans responsabilité sécuritaire ou Pékin veut-elle le Moyen-Orient seulement pour ce qu'il produit ? Et je vous propose de nous tourner vers Thomas Flichy de la Neuville. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Université de Poitiers. La Chine est-elle déjà, selon vous, une puissance du Moyen-Orient ou seulement pour l'instant un acteur économique majeur? On peut dire que la Chine aujourd'hui a besoin de l'énergie du Moyen-Orient. Et donc tous ces efforts visent à sécuriser cette énergie. En contrepartie de cette énergie qu'elle se procure au Moyen-Orient, eh bien, elle trouve un gigantesque marché d'exportation. Donc, c'est une puissance économique et financière majeure. Et l'essentiel du commerce qu'elle fait avec le Moyen-Orient est dans le secteur énergétique et de l'armement. Est-ce qu'on peut durablement être influent ici au Moyen-Orient sans une présence militaire ou sans une alliance de sécurité? C'est en tout cas la volonté de la Chine de rester une puissance d'équilibre, une puissance neutre, une puissance qui ne s'immisce pas dans les conflits intérieurs. Et pour comprendre son jeu, il faut regarder quelque chose que personne ne considère, c'est la façon dont elle est en train de pousser son avantage d'un point de vue géofinancier en connectant sa monnaie avec les systèmes bancaires de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats, du Qatar, pour de façon très progressive devenir un acteur majeur. Pour elle, il faut gagner la bataille économique et les atouts militaires tomberont d'eux-mêmes. La neutralité chinoise dans ce dossier, c'est une force pour la région ou pour la Chine ou une forme d'évitement stratégique selon vous? La Chine n'a pas le choix. D'abord, elle est conditionnée par sa culture qui fait qu'elle répugne au conflit, sauf si elle a toutes les chances de vaincre. Et elle a une stratégie de montée en puissance très progressive. Elle sait que le centre géoéconomique du monde se déporte très lentement de l'Occident vers l'Orient. Donc plus le temps passe, plus elle a cet avantage, mais elle se glisse aujourd'hui dans les trous du dispositif, dans le fait que la Russie est moins présente au Moyen-Orient. Donc elle exploite en fait les avantages à portée de main.
Alors on le sait, évidemment, le Moyen-Orient est une région instable et on le voit en ce moment avec ses multiples conflits. En cas de conflit régional majeur, est-ce que Pékin pourra rester en retrait sans perdre une forme de crédibilité ? Alors, c'est juste la question que vous posez est très intéressante parce que on voit par exemple que la Chine a des rapports étroits avec l'Iran, avec Israël, avec l'Arabie Saoudite. Donc, elle a des rapports avec tout le monde. Elle appartient aux puissances hostiles aux Occidentaux, puisque son camp d'appartenance, on pourrait dire, c'est le nouvel empire mongol, c'est-à-dire c'est l'alliance souple entre la Russie, l'Iran et elle-même. Donc elle appartient à un camp géopolitique qui est opposé à l'Occident, mais elle est très méfiante, car en fin de compte, ce qu'elle souhaite, c'est la domination financière. Et beaucoup plus qu'une domination impériale politique. C'est pour cela qu'elle agira avec beaucoup de prudence en cas d'accroissement des conflits au Moyen-Orient. Et c'est évidemment une forte possibilité ici. Dernière question en quelques mots. La Chine veut-elle le Moyen-Orient ou uniquement ses ressources ? Ses ressources. Elle agit un petit peu comme une puissance coloniale, les puissances coloniales européennes au XIXe siècle. Elle va chercher des ressources, du pétrole, du gaz, et elle envahit les marchés avec ses produits à bas coût. En fait, elle l'a déjà fait, puisque lorsque l'Empire mongol étendait ses frontières jusqu'au Moyen-Orient, eh bien, elle importait des produits de première nécessité et elle exportait sa soie. Merci beaucoup Thomas Flichy de La Neuville d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Université de Poitiers et donc spécialiste de la Chine. Ainsi s'achève ce dossier de la semaine. Merci à David Neyman. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, ça se débat avec Raphaël Hassine. Bon rétablissement Myri Maman. Bonne soirée à tous.